Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous entamons une leçon passionnante sur l'organisation de l'encéphale dans le cadre de notre thème sur le système nerveux-cérébrospinal des mammifères. Pour commencer, rappelons-nous que le système nerveux est l'ensemble des structures qui assurent la réception, l'intégration et la transmission des informations provenant de l'environnement de l'organisme et de lui-même. Parmi ces structures, nous trouvons l'encéphale, qui constitue le centre de commande de notre organisme. L'encéphale représente la partie la plus complexe et la plus évoluée du système nerveux central. Il est composé de plusieurs éléments organisés différemment selon l'angle d'observation que nous adoptons. Aujourd'hui, nous allons d'abord localiser cet organe vital, puis comprendre son système de protection sophistiqué, et enfin, l'étudier selon différents plans de coupe pour révéler tous ses secrets. Commençons par sa localisation. L'encéphale se trouve dans la boîte crânienne, cet espace protégé à l'intérieur de notre crâne. Cette localisation stratégique n'est absolument pas un hasard, car l'encéphale est un organe d'une fragilité extrême et d'une importance vitale qui nécessite une protection maximale. Imaginez un peu, cet organe qui ne pèse qu'environ 1,4 kg chez l'adulte, contrôle l'ensemble de nos fonctions corporelles et mentales. Maintenant, observons ensemble le document 1, qui nous révèle le système de protection remarquable de l'encéphale. Regardez attentivement cette coupe transversale qui nous montre les fameuses méninges. Ces méninges sont des enveloppes protectrices disposées en 3 couches concentriques, comme des poupées russes emboîtées les unes dans les autres. Commençons par identifier la couche la plus externe. Pouvez-vous me montrer la durmère sur ce document? Monsieur, c'est cette couche fine tout à l'extérieur? Non, Adama, pas tout à fait. Regardez plus attentivement. La durmère est effectivement la couche la plus externe. Mais ce n'est pas une couche fine, c'est au contraire la plus épaisse. Vous voyez cette membrane épaisse, fibreuse, qui apparaît en gris foncé sur le document et qui s'applique directement contre la face interne des os du crâne. Voilà la durmère. Elle est épaisse, résistante, élastique et fibreuse. Sa texture robuste lui permet de jouer un rôle protecteur mécanique essentiel, formant comme une première barrière de défense solide contre les traumatismes. Observez comme elle épouse parfaitement les contours internes du crâne. Maintenant, juste en dessous de cette durmère, nous trouvons la deuxième couche, l'arachnoïde. Cette structure fascinante ressemble à un feuillet délicat, d'où son nom qui évoque une toile d'araignée. Regardez bien sur le document. Vous pouvez voir ces petits espaces, ces lacunes entre les filaments de l'arachnoïde. Ces espaces ne sont pas vides. Ils sont remplis d'un liquide très spécial, le liquide céphalorachidien, qui apparaît en bleu clair sur notre document. Qui peut me dire quelle est la troisième couche, la plus interne? Monsieur, c'est la pimère? Excellente réponse, Awa. Effectivement, la couche la plus interne est la pimère. Regardez comme elle est fine et délicate, cette membrane qui tapisse intimement la surface de l'encéphale, épousant chaque circonvolution, chaque anfractuosité du tissu cérébral. Mais attention, ne vous fiez pas à sa finesse. Cette pimère est richement vascularisée, c'est-à-dire qu'elle contient un réseau dense de vaisseaux sanguins microscopiques que vous pouvez observer sous forme de fins traits rouges sur le document. Ces vaisseaux assurent un rôle nourricier capital en apportant continuellement l'oxygène et tous les nutriments indispensables au fonctionnement du tissu nerveux. Sans cette vascularisation, nos neurones mourraient en quelques minutes. Cette organisation en 3 couches constitue donc un système de protection multicouche d'une efficacité remarquable. Protection mécanique avec la durmère, amortissement hydraulique avec l'arachnoïde et son liquide, et nutrition avec la pimère vascularisée. Passons maintenant au document 2, qui nous présente la vue dorsale de l'encéphale de mouton. Cette observation depuis le dessus nous permet d'identifier les 3 grandes régions de l'encéphale disposées selon un axe antéro-postérieur, c'est-à-dire d'avant en arrière. Prenez le temps d'examiner attentivement ce document. En avant, cette masse imposante et volumineuse, c'est le cerveau proprement dit. Observez ses dimensions. Il occupe la majeure partie de l'espace. Le cerveau représente effectivement la région la plus développée de l'encéphale chez les mammifères supérieurs. Regardez maintenant cette caractéristique frappante. Le cerveau est constitué de 2 moitiés parfaitement symétriques, les hémisphères cérébraux, séparés par une fissure profonde qu'on appelle le sillon interhémisphérique. Cette fissure court d'avant en arrière sur toute la longueur du cerveau, divisant cet organe en 2 parties égales.
Chaque hémisphère présente une surface extraordinairement plissée, couverte de sillons et de bosses. Ces bosses, ce sont les circonvolutions cérébrales, et les creux qui les séparent sont les sillons cérébraux. Pourquoi pensez-vous que la surface du cerveau est-elle si plissée au lieu d'être lisse? Pour que ce soit plus joli? Non, Adama, ce n'est pas une question d'esthétique. Ces plis, ces circonvolutions, permettent d'augmenter considérablement la surface du cortex cérébral dans le volume limité de la boîte crânienne. Si on dépliait complètement la surface du cortex humain, elle couvrirait environ 2500 cm², soit plus qu'une page de journal. Grâce à ces plis, toute cette surface tient dans un volume de seulement 1400 cm³ environ. Sur ce document 2, vous pouvez identifier 2 sillons particulièrement profonds et importants qui servent de repères anatomiques. Le premier, qui sépare la partie avant de la partie médiane de chaque hémisphère, c'est le sillon de Rolando. Il délimite le lobe frontal en avant et le lobe pariétal en arrière. Le second, qui délimite la partie latérale inférieure de chaque hémisphère, c'est la scissure de Sylvius. Elle sépare le lobe temporal du reste de l'hémisphère. Maintenant, dirigeons notre regard vers l'arrière du cerveau. Cette structure plus petite, arrondie, qui se trouve derrière les hémisphères cérébraux et qui est partiellement recouverte par eux, c'est le cervelet. Observez sa forme caractéristique. Il ressemble un peu à un petit chou-fleur. Le cervelet présente lui aussi des circonvolutions, mais regardez comme elles sont différentes de celles du cerveau. Elles sont beaucoup plus fines, plus serrées, plus régulières. On les appelle les circonvolutions cérébelleuses. Le cervelet est organisé en 3 parties distinctes, que vous pouvez identifier sur le document. Au centre, cette petite bande médiane, c'est le vermis. Et de chaque côté du vermis, ces 2 masses arrondies, ce sont les hémisphères cérébelleux. Cette organisation tripartite du cervelet est constante chez tous les mammifères. Enfin, tout à l'arrière, cette structure allongée et cylindrique qui se trouve sous le cervelet et qui le cache partiellement, c'est le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien représente le prolongement dilaté et modifié de la moelle épinière. Sa forme se distingue nettement de la moelle épinière par son élargissement et ses renflements caractéristiques. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres structures cachées qu'on ne voit pas sur ce document? Excellente question, Hawa. Effectivement, si nous soulevions délicatement les hémisphères cérébraux sans les détacher, nous pourrions observer des structures normalement cachées. En avant du cervelet, nous découvririons 4 petites éminences arrondies, les tubercules quadrijumeaux, ou lobes optiques, qui jouent un rôle important dans les réflexes visuels. Et juste au-dessus, nous verrions ce petit renflement impair qu'on appelle l'épiphyse ou glande pinéale, structure endocrine qui intervient dans la régulation des rythmes biologiques. Maintenant, retournons délicatement notre encéphale pour découvrir le document 3 qui nous présente la face ventrale, c'est-à-dire la vue d'en bas. Cette face ventrale nous révèle un paysage anatomique complètement différent de la face dorsale, avec des structures spécialisées absolument fascinantes. Commençons par identifier les structures d'avant en arrière. Tout d'abord, en position la plus antérieure, ces 2 petites masses qui se détachent vers l'avant, à la base des hémisphères cérébraux, ce sont les lobes olfactifs. Ces lobes ont une forme caractéristique, légèrement enflée, et ils sont responsables de la réception et du traitement primaire des informations olfactives. Chez le mouton, comme chez la plupart des mammifères, ces lobes olfactifs sont bien développés, témoignant de l'importance de l'odorat dans leur mode de vie. Juste derrière les lobes olfactifs, regardez attentivement ces 2 cordons blancs et cylindriques. Ce sont les nerfs optiques. Suivez bien leur trajet sur le document. Ils proviennent des globes oculaires et convergent vers la ligne médiane où ils présentent un entrecroisement remarquable. Cet entrecroisement s'appelle le chiasme optique. Pouvez-vous me dire pourquoi cet entrecroisement pourrait être important ? Pour mélanger les informations des 2 yeux? C'est une bonne intuition, Adama, mais pas tout à fait exacte. En réalité, au niveau du chiasma optique, ce ne sont pas toutes les fibres qui s'entrecroisent, mais seulement une partie d'entre elles. Précisément, les fibres provenant de la moitié interne de chaque rétine croisent vers l'hémisphère opposé, tandis que les fibres provenant de la moitié externe de chaque rétine restent du même côté. Cette organisation permet à chaque hémisphère cérébral de recevoir les informations visuelles provenant du même côté de l'espace visuel des 2 yeux, créant ainsi une vision binoculaire coordonnée et la perception du relief. Continuons notre exploration vers l'arrière. Ces 2 structures en forme de colonne qui divergent en formant un V, ce sont les pédoncules cérébraux. Regardez comme ils dessinent un angle ouvert vers l'avant.
L'espace délimité par les branches de ce V contient une région très importante, l'hypothalamus. Cette petite région grisâtre, située entre les deux pédoncules cérébraux, est le centre de contrôle de nombreuses fonctions vitales et hormonales. Au-dessus de l'hypothalamus, vous pouvez observer cette petite cicatrice ou dépression. C'est l'emplacement où était attachée l'hypophyse. L'hypophyse, cette fameuse glande maîtresse du système endocrinien, était reliée à l'hypothalamus par une petite tige, la tige pituitaire, qui s'est rompue lors de l'extraction de l'encéphale. L'hypophyse sécrète de nombreuses hormones qui régulent la croissance, la reproduction, le métabolisme et bien d'autres fonctions. Plus en arrière, cette large bande transversale qui fait comme un pont entre les parties droite et gauche du cervelet, c'est la protubérance annulaire, qu'on appelle aussi pont de Varol. Observez sa forme caractéristique. Elle fait véritablement le pont entre les deux moitiés du cervelet, assurant leur coordination. Sa surface présente des stries transversales qui correspondent aux faisceaux de fibres nerveuses qui la composent. Enfin, nous retrouvons le bulbe rachidien sur cette face ventrale également. Regardez comme il présente des reliefs différents de ceux visibles sur la face dorsale. On peut y observer des renflements, appelés pyramides, qui correspondent à des faisceaux de fibres motrices, et des structures ovales, appelées olives bulbaires. Il est capital de bien retenir cette notion. Le bulbe rachidien, la protubérance annulaire et les pédoncules cérébraux forment ensemble une unité fonctionnelle qu'on appelle le tronc cérébral. Cette structure est absolument vitale, car elle contrôle de nombreuses fonctions automatiques indispensables à la survie. La respiration, la circulation sanguine, la déglutition, les réflexes de protection et bien d'autres encore. Maintenant, une question. Pour étudier l'organisation interne de l'encéphale, que devons-nous faire ? Il faut l'ouvrir, je pense. Exactement. Nous devons réaliser des coupes précises qui nous permettront de révéler l'architecture interne de cet organe complexe.